Alors, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette audition euh, qui, comme ont dû vous l'expliquer, nos collaborateurs, en fait, s'inscrit dans le cadre des travaux parlementaires de notre groupe, travaux législatifs pour produire à la fois des textes de loi, mais aussi tous les instruments et véhicules parlementaires et gouvernementaux sur les sujets du périmètre de la commission des lois, dont je suis membre moi-même et dont est membre Hugo Bernalicis, qui n'est pas disponible cette semaine, mais qui suit les travaux. Nous avons depuis 2 semaines en fait commencé ces travaux donc sur les problématiques liées aux questions de justice, d'égalité des droits et de sécurité, qui sont en gros les 3 axes de notre commission. Et donc, nous souhaitons à partir de là pouvoir alimenter ce qu'on a déjà fait comme travail, c'est-à-dire à travers des amendements au texte de loi et puis des premières propositions de loi, faire produire des lois cadres. Et donc, vos analyses et votre expertise sur le sujet des discriminations nous seront très utiles. Donc, assistent à cette audition nos collaborateurs, Raphaël Bonneau et Antoine Bécher, qui est le collaborateur d'Hugo Bernalicis. Et ces auditions sont enregistrées, comme on le fait en fait à l'Assemblée nationale en général, des auditions publiques, et puis pour nous aussi, comme instrument de travail, mais aussi instrument de pédagogie parlementaire pour expliquer un peu comment on écrit les lois. C'est à partir d'auditions et des échanges avec des spécialistes comme vous. Voilà un peu pour le cadre général dont vous deviez déjà avoir quelques éléments. Si vous n'avez pas de questions organisationnelles ou de demandes particulières d'impératifs, peut-être on s'est donné 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir échanger, et puis en sachant que on se permettra aussi de vous réinterpeller au besoin sur différents aspects. Ultérieurement, en fait, l'idée c'est qu'on commence des échanges qui pourront se poursuivre sous d'autres formes. Et donc, en fait, voilà, l'essentiel, l'objectif essentiel, c'est de vous écouter. Donc, je vais vous laisser la parole. Nous n'avons pas prévu d'ordre particulier sur le sujet. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite commencer. Sinon... Comme vous Diane, voulez. Robin, vous souhaitez... Alors, moi, bonjour madame. Vos collaborateurs m'avaient dit qu'ils avaient été particulièrement intéressés par des travaux que j'avais pu mener sur la justice sociale en général. Donc, c'est peut-être un cadrage plus général que je peux proposer, et je pense que Robin et Cyril enchaîneront sur les aspects discrimination et droit du travail, non? Ben voilà, parfait. On peut Voilà, aller tout ça pour dire que je suis beaucoup moins intéressante qu'eux. Mais écoutez, on vous écoute. On vous écoute avec attention. Juste un mot de présentation, peut-être. Donc, je m'appelle Diane Roman, je suis professeure à Paris 1, professeure de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je travaille en général sur les questions de santé, de pauvreté, d'égalité femmes-hommes, de vulnérabilité. Donc, tout ça dans une perspective de droits fondamentaux. Donc, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je travaille dans une perspective critique sur la façon dont le droit répond à la question sociale et aux enjeux de société dans le champ économique et social. Donc, tout ça pour dire que je suis donc certainement une de ces fameuses islamo-gauchistes qui sont la gangrène de l'université, d'après notre ministre. Donc, je travaille en particulier sur le décalage qui peut exister entre les réalités sociales et le discours du droit, le discours sur le droit. Et dans le champ des questions de pauvreté et de discrimination, je crois qu'on en a un très bon exemple, puisqu'on a un cadrage juridique général qui affirme l'importance et la solennité des droits sociaux,
le droit au travail, le droit à la protection sociale, le droit à la protection de la santé, l'égalité femmes-hommes, etc., sont affirmés dans la Constitution, sont affirmés dans beaucoup de traités internationaux que la France a signés et ratifiés. Et en même temps, à côté de ce cadrage juridique fort qui proclame des droits fondamentaux, on a une réalité sociale et économique qui est effarante. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de la rappeler devant la représentation nationale, mais on sait qu'il y a 6 millions de personnes environ, ça dépend des seuils retenus, mais 6 millions de personnes qui vivent avec moins de 900 € par mois pour une personne seule. Il y a un enfant sur 5 qui vit dans une situation de pauvreté, qu'il y a un nombre de chômage qui varie selon les études, mais on peut estimer qu'il y a environ plus de 7 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport à l'emploi, dont près de 3 millions de chômeurs. On a des images de files d'attente devant des soupes populaires, devant des épiceries sociales. On a aussi évidemment des images de campements sauvages, de bidonvilles dont le nombre va croissant. Donc, il y a un fort décalage entre une réalité sociale vécue par une grande partie de la population et un cadrage juridique qui prétend être extrêmement protecteur. Et donc, moi, c'est particulièrement sur ce décalage que je travaille. Et en particulier, je m'interroge sur le sens de la notion de justice sociale. Quand on parle de justice sociale, on peut avoir deux définitions ou deux approches. La première, qui est plutôt une approche matérielle, va renvoyer à l'ensemble des droits reconnus aux travailleurs ou dans le champ social et économique. C'est l'idée de l'Organisation internationale du travail. C'est l'idée qu'il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. C'est ce que dit l'OIT, la constitution de l'OIT depuis plus d'un siècle maintenant. Et on peut aussi définir la justice sociale d'un point de vue donc moins matériel, mais plus organique, en se renvoyant aux différentes institutions juridictionnelles, aux différents mécanismes judiciaires qui vont traiter de la protection de ces droits sociaux et de ces droits sociaux fondamentaux. Donc, c'est là-dessus en particulier que vos collaborateurs avaient souhaité que j'intervienne, notamment sur la question de savoir si le juge est un garant de la justice sociale et si le droit constitue une arme, finalement, une arme pour obtenir des transformations sociales, économiques, dans un sens de justice sociale et de protection des travailleurs ou de l'ensemble des citoyens. Et donc, pour répondre à cette question fondamentale de savoir si le juge est un garant de la justice sociale, il y a, à mon avis, deux pistes de réponse à explorer, ou plus exactement deux types de questions à examiner. La première, c'est de savoir si il entre dans les missions du juge d'être un acteur du social, d'être un garant des droits sociaux. Et l'autre question, c'est de savoir si le fait de saisir la justice est efficace et permet une protection effective des droits sociaux. Et sur les deux questions, il y a des réponses assez ambivalentes. Alors donc sur la première question, celle de savoir si il entre dans les missions du juge de protéger les droits sociaux, généralement on va buter sur une question qui est à la fois théorique et politique, qui est celle qui est souvent résumée par l'image du gouvernement des juges. C'est cette idée que si le juge exerçait un contrôle approfondi des mesures prises par le législateur ou par le pouvoir exécutif en matière sociale, eh bien, il aurait tendance à promouvoir sa propre vision du social et donc à se substituer au législateur ou au pouvoir exécutif sans avoir la légitimité démocratique pour cela. Et donc, c'est au nom de ce risque éventuel qu'un certain nombre de juges vont considérer qu'ils ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour intervenir dans le champ social et pour protéger les droits sociaux, au nom de l'idée finalement qu'ils n'ont pas la même marge d'appréciation que le législateur. Et c'est un argument qu'on retrouve très souvent employé par le Conseil constitutionnel en France,
où dans l'ensemble, le Conseil constitutionnel valide toutes les réformes législatives qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années, malgré les reculs que ces législations sociales peuvent entraîner en matière de protection des droits sociaux, mais il le fait au nom de l'idée qu'il n'a pas un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du législateur. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette position du Conseil constitutionnel. Je ne pense pas qu'elle soit apolitique, loin s'en faut. Il me semble que de la jurisprudence du Conseil constitutionnel découle une primauté donnée à la liberté d'entreprendre. On l'a vu, par exemple, dans l'affaire Florange, hein, où là où, à l'inverse de ce qui tend à se faire depuis un certain nombre d'années, le législateur a essayé de garantir effectivement des protections contre des plans de licenciement, et où le législateur a dit que ça portait une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre. Donc, à mon avis, cette jurisprudence n'est pas apolitique, loin s'en faut, et elle montre le primat donné à la liberté d'entreprendre et à la liberté de la concurrence en droit constitutionnel. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a d'autres juges qui ont d'autres raisonnements. Et quand on regarde la jurisprudence qui peut être celle, par exemple, de la Cour constitutionnelle allemande ou de la Cour constitutionnelle belge, on voit que la façon dont les juges intègrent la protection des droits sociaux à leur jurisprudence, eh bien, elle est tout à fait différente de celle qui est retenue par le Conseil constitutionnel en France. Et par exemple, l'an dernier, enfin, il y a un an et quelques mois, en novembre 2019, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle allemande était saisie de l'application des lois Hartz IV, dont vous vous souvenez peut-être qu'elles avaient entendu restreindre les protections accordées aux demandeurs d'emploi en mettant en place des conditionnalités fortes et en supprimant ou réduisant fortement le droit à l'allocation chômage pour un travailleur qui aurait refusé une proposition d'emploi. Eh bien, en novembre dernier, la Cour constitutionnelle allemande a considéré que ce dispositif était contraire au droit à un minimum vital garanti par la Constitution allemande, et elle a considéré que le législateur aurait dû prendre des mesures plus raisonnables et plus proportionnées à l'objectif poursuivi, à savoir inciter les demandeurs d'emploi à reprendre une activité. Donc on voit qu'il est tout à fait possible de changer de paradigme, et il est tout à fait possible pour un juge, en restant dans le cadre de son domaine d'attribution, à savoir vérifier l'effectivité des droits sociaux garantis par la Constitution, il est tout à fait possible de développer des mécanismes plus protecteurs de l'effectivité de ces droits sociaux. Alors, ce qui rejoint la deuxième question que l'on peut se poser lorsqu'on réfléchit sur la justice sociale, c'est celle de savoir si le droit est une arme effective pour protéger les droits sociaux. Est-ce qu'il est utile donc de saisir la justice, ou est-ce que la protection des droits sociaux passe par d'autres mécanismes, notamment le mécanisme politique? Donc, quelle est l'effectivité et l'efficacité du recours à la justice en matière sociale? Donc là, évidemment, je ne peux pas faire un panorama d'ensemble très précis de l'ensemble des jurisprudences qui ont eu lieu à propos de l'ensemble des droits sociaux garantis en droit français. Mais je voudrais juste dégager quelques pistes qui montrent les points d'achoppement. Pour que les droits sociaux soient effectivement protégés par la justice, il faut un certain nombre de conditions. Il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Et j'en ai repéré au moins 3. La première, c'est qu'il faut que les procédures soient connues. Or, ce que l'on voit, c'est que les justiciables ne sont pas suffisamment informés de leurs droits, et que toutes les possibilités qui sont ouvertes par le droit français ne sont pas également saisies. Et par exemple, vous le savez, depuis bientôt 5 ans, la discrimination fondée sur la particulière vulnérabilité socio-économique est interdite en droit français. Donc, on a ajouté en 2016 un nouveau critère de discrimination. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a très peu, par exemple, de saisines du défenseur des droits sur ces questions de discrimination fondée sur la vulnérabilité socio-économique. Le défenseur des droits recense environ 2% des plaintes dont il est saisi
qui portent sur ce critère de discrimination. Et il y a, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'action en justice par ailleurs. Donc il y a ici des possibilités offertes par le droit, mais qui ne sont pas saisies, faute peut-être d'informations des justiciables. Deuxième condition pour que le recours à la justice soit une arme efficace pour protéger les droits sociaux, il faut savoir quel juge saisir, et là on se heurte à un certain nombre de difficultés liées à l'organisation de la carte judiciaire, liées à l'histoire française. Par exemple, pendant très longtemps, les droits sociaux étaient souvent confiés à des juridictions spécialisées assez confidentielles, soit au sein de l'ordre administratif, soit au sein de l'ordre judiciaire, et donc identifier le juge compétent était compliqué. Donc heureusement, la loi justice du XXIe siècle, la loi de 2016 de modernisation de la justice, a simplifié la carte judiciaire, mais on peut se demander si elle l'a assez fait. Par exemple, concrètement, le contentieux du RSA est encore éclaté entre le juge judiciaire et le juge administratif. Même chose pour, c'est principalement du juge administratif, mais le contentieux, par exemple, du handicap, identifier le juge compétent lorsque vous demandez une allocation adulte handicapé et que celle-ci vous est refusée, c'est un véritable parcours du combattant, parce que aussi bien le juge judiciaire que le juge administratif sont compétents, et donc l'identification du juge est complexe. Alors, il y a eu des évolutions, il y a eu des améliorations, notamment, je pense à la création du juge des contentieux de la protection, qui sont désormais compétents pour le contentieux du surendettement, le contentieux de la tutelle, le différents contentieux de la vulnérabilité socio-économique. Donc, ce qui est certainement intéressant, mais ces juridictions viennent d'entrer en fonction, donc on a encore assez peu de recul sur la simplification de l'accès aux droits qu'elles peuvent offrir. Donc, pour ma part, et pour terminer sur cette deuxième condition, je reste persuadée que l'idée de Pierre Laroque, dans les années 50, de créer un ordre juridictionnel social à côté de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, aurait été une excellente idée, en donnant au contentieux social en règle générale une identité propre et une légitimité qu'il n'a pas pour le moment, parce qu'il est noyé au sein des contentieux judiciaires et des contentieux administratifs. Et puis la dernière condition qui me semble nécessaire pour que le recours au juge soit effectif, c'est que le juge soit doté d'un champ de compétences qui soit suffisamment vaste. Et là, pour le coup, on a beaucoup d'exemples qui montrent que ce n'est pas le cas, et que saisir la justice, je ne vais pas dire ne sert à rien, mais en tout cas n'apporte pas les bénéfices que l'on aurait pu escompter. Et juste prendre un exemple d'actualité, depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, le juge administratif et le Conseil d'État ont été très régulièrement saisis de toute une série de contentieux. Bon, très vaste, et je ne peux pas en parler ici, mais notamment dans le champ social, il y a eu plusieurs saisines du juge administratif pour lui demander d'examiner la pertinence des mesures prises par le gouvernement pour la protection des SDF, pour la protection des étrangers en centre de rétention administrative, pour la protection des détenus. Et à chaque fois, ces contentieux ont été des échecs, il faut bien le reconnaître, tout simplement parce que le juge administratif estime que lorsqu'il est saisi en référé, il ne peut ordonner que des mesures très ponctuelles qui sont réalisées à très court terme, et que c'est toujours sous réserve des moyens dont dispose l'administration. Donc le juge administratif, finalement, a une conception de son office qui est extrêmement restreinte, et même si on a cru à propos du contentieux des détenus ou du contentieux des camps de migrants à Calais ou à Grande-Synthe, même si on a cru que saisir le juge administratif allait pouvoir débloquer des situations et améliorer concrètement la situation des personnes, on se rend compte à l'évidence que ce n'est pas le cas.
Donc voilà, les interrogations qu'on peut avoir sur le rôle du juge en matière sociale et économique. Merci pour cette introduction. J'ai quelques points, mais je pense qu'on peut faire un premier tour de table, enfin de table virtuelle, et puis je relancerai sur les quelques petites questions que j'aurais à vous poser. Alors, à qui Ben, souhaite prendre la suite, je vous monsieur? propose de, Oui, oui, je vous propose de poursuivre. On a vu un petit peu avec Robin comment on allait se partager aussi le travail. d'accord. Donc, comme Diane, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cyril Volmark, je suis professeur de droit du travail, moi, à l'université Nanterre. Et je m'intéresse, comme beaucoup du reste, aux questions de discrimination. J'ai une petite spécialité en droit du travail des étrangers en France, mais que je n'évoquerai pas ici. Euh, En fait, finalement, comme Diane, hein, nous allons avec Robin mettre en avant la distance entre des principes affirmés et l'effectivité de la lutte contre les discriminations. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler une chose, avant même de commencer, c'est que les règles du droit de la non-discrimination sont déjà des règles juridiques assez sophistiquées par rapport aux règles de droit commun, du droit civil ou même du droit administratif. Il existe un certain nombre de dispositifs qui sont orientés déjà vers l'effectivité du droit de la non-discrimination. On peut citer d'abord le défenseur des droits, hein, qui est une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs, avec la capacité d'intervenir en justice. Et la question des moyens hein, de ce défenseur des droits, mais là on n'est pas dans les règles juridiques, mais la question des moyens se pose, hein, parce que, de par son action, je crois que le défenseur des droits a prouvé son efficacité. Ensuite, autre dispositif qui a orienté vers l'effectivité du droit de la non-discrimination, on a des règles d'aménagement de la charge de la preuve qui sont très particulières dans le procès, qui sont très spécifiques au droit de la non-discrimination, qui ont un peu irrigué d'ailleurs d'autres domaines comme les harcèlements. Mais on a déjà une règle un peu particulière, un peu forte, un peu orientée vers l'effectivité. Et puis on a également des règles sur les personnes qui peuvent agir. Ce n'est pas simplement la victime, mais aussi des associations, des syndicats. Donc on a déjà tout un ensemble de dispositifs qui sont orientés vers une meilleure application du principe de non-discrimination. Mais, et Diane l'a très bien souligné, mais la discrimination, on le sait bien, n'a pas disparu. On le sait également, le non-recours au droit de la non-discrimination, qui est une forme de non-recours au droit qui se rapporte à la justice sociale d'une certaine manière, le non-recours au droit de la non-discrimination est toujours extrêmement marqué. Alors, à partir de cette question, un droit déjà sophistiqué, mais qui ne produit pas les effets sociaux désirés, à partir de cette question, avec Robin, on s'est interrogé sur que peut-on améliorer. Moi, je vais développer 2 temps. J'en garde un troisième au cas où. Et Robin va insister sur 2 points que je vais annoncer et qu'il expliquera bien mieux que moi lui-même. Moi, je voudrais d'abord, dans les pistes d'amélioration, mettre l'accent sur la discrimination systémique. Parce qu'il y a là un concept qui permet une meilleure appréhension de certains phénomènes discriminatoires. Ensuite, je voudrais dire quelques mots rapides sur une meilleure protection des personnes qui agissent comme victimes de discrimination. Là encore, la peur des représailles existe toujours. Il y a peut-être des pistes à évoquer. Robin, tu me corrigeras si je dis une erreur, Robin va évoquer la possibilité d'une grande loi de consolidation sur les discriminations, qui serait à la fois un acte politique, mais aussi un acte juridique fort, et évoquera cette question centrale qui est celle de l'action de groupe et des améliorations, des pistes d'amélioration possibles. S'il le faut, j'ai en réserve aussi quelques corrections, on va dire,
motif par motif de discrimination, notamment sur le handicap, la discrimination en fonction de la religion et la discrimination femmes-hommes. Voilà, trois petites corrections possibles. Donc, rapidement, sur la discrimination systémique. Alors, d'abord, la discrimination systémique, il faut bien poser ce que c'est pour pouvoir savoir comment l'intégrer dans le droit. La discrimination systémique, c'est une situation défavorable, un traitement défavorable, qui est le résultat de deux facteurs, des facteurs, on va dire, presque individuels, des structures mentales individuelles, des préjugés, des habitudes, des stéréotypes, structures mentales qui se combinent et qui découlent souvent d'un fonctionnement général du système social, d'où le nom de discrimination systémique, fonctionnement général du système social qui se caractérise par des inégalités de pouvoir, des inégalités de statut, et pour venir là vraiment au droit du travail, à des formes de ségrégation professionnelle plus ou moins fortes, plus ou moins larvées. Et puis il faut ajouter, je crois, dans la discrimination systémique, un élément de contexte économique qui est une course quand même à la rentabilité économique. C'est on va dire, tous ces facteurs concourent à créer des situations de discrimination systémique. Le concept est connu depuis assez longtemps. Hein. Je me rappelle de Bataille dans les années 95 qui écrivait un livre sur... il parlait de racisme à l'époque, mais sur le racisme structurel, je crois. Bon, le concept est assez ancien, mais il n'a été reconnu et utilisé pour la première fois en droit qu'en France, en tout cas, que dans une décision du Conseil des prud'hommes de Paris de 2019. Dans cette affaire, il s'agissait d'ouvriers maliens sans papier dans le domaine de la démolition, ça a son importance. Et le juge, après audition d'un sociologue, a reconnu qu'ils étaient sous-payés, exploités et travaillant dans des conditions de travail très dégradées en raison de la discrimination systémique dont ils étaient victimes. Donc, cette décision, elle constitue vraiment une avancée, mais d'abord, on voit, elle est assez tardive hein, et elle est aussi assez fragile. Alors, pourquoi cette décision est si tardive et si fragile? Je crois parce que la discrimination systémique n'entre pas bien dans les catégories du droit de la non-discrimination actuelle. Donc, il faudrait préciser deux choses. D'abord, quel est le rôle de la discrimination systémique dans le procès? Je crois que si on veut vraiment utiliser la discrimination systémique, il faudrait que la discrimination systémique, si elle est démontrée, constituerait un élément qui oblige l'employeur à démontrer que la situation défavorable d'une personne victime de cette discrimination dans son entreprise est étrangère à toute discrimination. C'est-à-dire que la discrimination systémique serait un élément, même l'élément qui permettrait le renversement de la charge de la preuve. En gros, si on prouve qu'on est, par exemple, un ouvrier malien mal payé, et si on démontre que, de manière systématique, structurelle, les ouvriers maliens sont mal payés, en France ou dans la région ou dans le secteur, alors c'est à l'employeur de démontrer que la faible rémunération, les conditions de travail sont liées à des considérations autres. En fait, dans le système de charge de la preuve, la discrimination systémique permettrait de renverser la charge de la preuve. Et deuxième élément qu'il faudrait préciser, je trouve, sur la discrimination systémique, c'est la place des savoirs extérieurs, notamment de la sociologie ou de l'économie, dans le procès. Pour l'instant, les sociologues qui sont intervenus dans des questions de discrimination systémique, que ce soit des harcèlements systémiques chez France Télécom ou la discrimination systémique dans le cas du chantier de la Villa Ségur, les sociologues sont intervenus en tant que témoins. Procéduralement, c'est une place qui est un peu bancale, puisque le témoin ne doit normalement relater que des faits, pas des théories, pas des compréhensions. Je trouve que admettre leur statut d'expert et mettre en avant leur statut d'expert permettrait d'abord d'asseoir le savoir qu'ils démontrent, mais aussi d'avoir une procédure contradictoire. Hein, parce qu'aujourd'hui, les sociologues qui ont témoigné, soit dans le procès France Télécom pour du harcèlement, soit dans l'affaire Villa Ségur, ce sont des sociologues et des psychologues du travail, on va dire, reconnus,
mais il n'est pas interdit de penser qu'un jour, un employeur fasse intervenir à la barre un sociologue de troisième zone ou un manager qui enseigne dans une école privée sans connaissance. Vous voyez, la question de la solidité du savoir juridique, du savoir plutôt scientifique dans le procès est, je crois, importante. Voilà donc pour cette discrimination systémique qui, je le rappelle, pose quand même toujours cette difficulté, il faut être très, très honnête là-dessus, c'est comment imputer à une personne, à un employeur, la responsabilité d'une discrimination qui est sociétale. Vous voyez, c'est cette difficulté-là qu'il faut gérer, et je pense que, avec d'autres bien sûr, je pense que le fait d'intégrer la discrimination systémique dans le schéma probatoire est une manière de se sortir de cette contradiction. Deuxième temps donc, que j'ai annoncé sur la protection des victimes, dans le droit actuel, là encore, il faut reconnaître les avancées du droit actuel, hein, enfin le caractère assez progressiste du droit actuel. La personne qui agit en justice en tant que victime de discrimination, ou même la personne qui témoigne en faveur d'une victime de discrimination, est protégée contre le licenciement. Mais comprenons bien cette protection. Cette protection conduit à ce que, si cette personne agit en justice contre le licenciement qui a été prononcé contre elle, le licenciement sera nul. Donc la protection passe par une réintégration de la victime ou du témoin après un procès. Donc c'est un processus d'annulation du licenciement. C'est une sanction très énergique, certes, mais elle a deux défauts. Un, c'est une sanction qui est a posteriori, puisque la personne est licenciée puis réintégrée, dans le meilleur des cas. Et deuxièmement, c'est une sanction judiciaire, et Diane l'a souligné, le juge a aussi ses limites. Hein. Il faut y recourir, il faut trouver un avocat, enfin, ce sont des procédures. Donc, là encore, deux pistes que je suggérerais. D'abord, une première piste, c'est d'attribuer un statut dit protégé à la victime de discrimination ou encore aux témoins qui attestent dans un procès de discrimination. Donc, statut protégé qui qui serait analogue à celui dont bénéficient les représentants du personnel dans l'entreprise. C'est-à-dire que le licenciement ne serait possible qu'après une autorisation d'inspecteur du travail qui vérifierait notamment si le licenciement n'est pas lié à l'action. Hein, donc on aurait comme ça un verrou en amont du licenciement pour interdire le licenciement. Et en fait, comme on dit chez les travaillistes parfois, travailliste, ça ne veut pas dire qu'on est anglais, mais ça veut dire qu'on est spécialiste de droit du travail, ça inverserait le privilège du préalable, parce qu'aujourd'hui, l'employeur, il a le privilège du préalable, il licencie et puis on le voit après. Alors que l'autorisation de licenciement permettrait d'inverser le privilège du préalable. Le salarié agit et l'employeur est paralysé dans son pouvoir disciplinaire. Donc, première piste, faire un vrai statut protégé pour la victime de discrimination qui agit en justice ou pour le témoin qui témoigne dans un procès en discrimination. Deuxième voie pour une meilleure protection des victimes, c'est un peu déjudiciariser la question de la discrimination en entreprise et notamment remettre au centre du jeu les inspecteurs du travail en les dotant d'un pouvoir d'enquête particulier en matière de discrimination, qui pourrait passer par une audition de témoins contrainte, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas d'audition contrainte, qui pourrait passer aussi par une coopération plus organisée avec le défenseur des droits qui a l'habitude, qui a des protocoles, etc., pour détecter des discriminations. L'inspecteur du travail pourrait aussi organiser vraiment une enquête contradictoire pour entendre et débusquer des discriminations dont il aurait été alerté, notamment par les salariés. Alors, ces enquêtes inspecteurs du travail, elles existent hein, de manière informelle. Certains inspecteurs, certaines inspectrices du travail font ça déjà. Dans l'affaire de la discrimination systémique, il y a un rapport d'inspecteur du travail de 200 pages hein, qui vraiment a crédibilisé le récit des ouvriers maliens. Mais il faudrait
rendre ces procédures informelles plus formelles et inscrire dans le droit une forme, peut-être à travailler, mais une forme de procédure antidiscrimination qui serait accordée aux inspecteurs du travail. Ça éviterait aussi d'intervenir, encore une fois, devant le juge en aval pour de la réparation. Ça permet aussi le maintien des salariés dans leur emploi. Voilà donc deux pistes et je laisse Robin peut-être poursuivre sur les améliorations que lui propose et avec lesquelles je suis déjà d'accord. Bien, merci. J'en profite aussi pour vous remercier, Madame la députée, pour cette audition. C'est un plaisir de pouvoir revenir dans ce cadre-là sur nos travaux respectifs, et je parle pour moi en tout cas sur mes travaux. Donc quelques mots de présentation aussi rapides. Donc je suis docteur en droit public, j'ai soutenu une thèse à Nanterre qui portait sur précisément la réalisation du droit de la non-discrimination. Donc moi, mon objet, c'est vraiment le droit de la non-discrimination plus que un objet plus large de justice sociale, et je vais me concentrer là-dessus. Peut-être quelques mots pour expliquer la démarche qui a été la mienne dans ces travaux que je poursuis aujourd'hui dans d'autres cadres à Bruxelles, sur la discrimination intersectionnelle notamment. Je suis parti d'un constat qui est en fait assez commun en droit de la non-discrimination et qui est le suivant, c'est qu'on a des protections juridiques qui sont globalement assez bonnes, mais qu'on est, comme on l'a déjà dit, face à un droit qui est ineffectif, qui est extrêmement peu mobilisé. Alors ça, c'est un constat qui est posé par diverses institutions. C'est aussi un constat qui est mesuré empiriquement avec des données statistiques. Je pense il y a deux outils assez intéressants, les eurobaromètres de la Commission européenne et les baromètres de la discrimination en emploi du Défenseur des droits. Je vous donne juste un chiffre pour incarner un petit peu le propos. Si on regarde le baromètre de 2017 réalisé par le Défenseur des droits, on avait 34% des personnes qui étaient en situation d'emploi qui considéraient avoir subi une ou plusieurs discriminations lors des 5 dernières années. Et parmi elles, on avait 37% des agents publics et 40% des salariés qui n'avaient strictement rien dit, entamé aucune démarche, entrepris aucune forme de dénonciation institutionnelle ou non. Et donc, la question que je me suis posée dans mes travaux, c'est concrètement qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer de favoriser la mobilisation du droit, et puisque je suis juriste, plus concrètement, que peuvent le législateur et les juridictions face à ça, sur quel levier juridique est-ce qu'ils peuvent agir pour essayer de réduire cet écart entre le niveau des protections juridiques et la réalité sociale, la mobilisation du droit par les acteurs. Je précise aussi que c'était une démarche initialement de droit comparé. Donc j'ai beaucoup regardé ce qui pouvait se faire à l'étranger, plus spécifiquement au Canada, qui a beaucoup d'avance. On parlait de la discrimination systémique. La première décision de la Cour suprême au Canada sur la discrimination systémique, c'est 1984. Pour un exemple, un ordre d'idée, il y a plein d'autres domaines. Et donc je vais me concentrer aujourd'hui sur 3 leviers, comme l'a annoncé Cyril Volmark. Bon, 2 leviers principaux, la légistique et les actions de groupe, et je vais essayer d'intercaler entre les deux quelques petites précisions sur la question de la preuve en complément de ce qui a déjà été dit avant. Donc le premier constat sur lequel je voudrais insister, et c'est aussi à mettre en lien avec ce que disait Diane Roman, c'est le phénomène extrêmement important de méconnaissance du droit qu'on va avoir en droit de la non-discrimination. Là aussi, je reprends un eurobaromètre de la Commission européenne. On a 56% des Français qui déclarent ne pas connaître leurs droits face à une situation de discrimination ou de harcèlement. Ce qui est évidemment considérable. Il y a beaucoup d'autres institutions qui ont montré comment ce facteur de la méconnaissance du droit pouvait avoir un impact sur le non-recours au droit. Alors, il y a évidemment différents processus qui se mettent en place face à ça. Il y a des campagnes de sensibilisation, d'associations, d'institutions, des pouvoirs publics. Il y a aussi des modules d'enseignement qui ont été mis en place depuis notamment la loi du 8 juillet 2013 dans les collèges et lycées publics. Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est encore une fois le législateur, et il me semble que le législateur pourrait agir aussi en complément, en tout cas il l'a fait à l'étranger, notamment par ce qu'annonçait Cyril Volmark, c'est-à-dire un processus de consolidation du droit pour regrouper l'ensemble des dispositions dans une loi cadre sur la non-discrimination. Et donc ici, il faut bien comprendre que, mais je crois que tout le monde le sait ici, mais que le droit de la non-discrimination a vraiment émergé de manière complètement déstructurée lors des 30-40 dernières années,
Et à quelques exceptions près, il n'a jamais fait l'objet d'un processus de mise en cohérence, de rationalisation, notamment législative, qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu, et ça aussi été dit, mais complètement illisible. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à le dire. Hein. Il y a des personnes comme Bertrand Louvel, quand il était premier président de la Cour de cassation, qui l'expliquait, Jean-Jacques Urvoas également, d'autres professeurs de droit, évidemment, pour la simple raison qu'on a en fait une multitude de dispositions législatives qui sont pertinentes. Certaines sont codifiées, d'autres ne le sont pas. Elles se sont ajoutées les unes aux autres au fur et à mesure, souvent de manière assez incohérente. Donc d'un point de vue substantiel, en fait, on a un dispositif qui est extrêmement riche, extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'interventions du législateur qui ont été opportunes et qui le sont toujours. Mais on est face à un dispositif qui est complètement inaccessible, en premier lieu pour les victimes. Alors avec peut-être une pointe de provocation, on pourrait se demander si parfois pour le législateur, il n'est pas également un peu illisible, puisqu'on peut avoir l'impression que le législateur lui-même se perd à certains égards. Je prends juste 2 exemples. Le premier, c'est si vous prenez les 4 instruments juridiques principaux du droit de la non-discrimination, donc certaines dispositions dans le Code du travail en emploi privé, la loi Le Port de 83 applicable en emploi public, certaines dispositions du Code pénal applicables en droit pénal, et la loi du 27 mai 2008, qui elle est assez large, elle s'applique en droit civil administratif dans différentes matières, l'accès et la fourniture de biens et services, la santé, l'éducation, mais aussi l'emploi public et privé, donc il y a des recoupements. Bref, si on prend ces 4 instruments juridiques-là, déjà on a 4 définitions différentes de ce qu'est la discrimination. Alors, ça peut sembler assez anecdotique, mais en réalité, la plupart des divergences ne sont absolument pas justifiées, premièrement. Et deuxièmement, on peut se demander comment, en fait, diffuser aisément et largement ce qu'est la discrimination en tant que notion juridique pour que les victimes puissent faire un premier travail, s'approprier la notion et la mettre en perspective avec leur situation. Si déjà, au niveau des instruments qu'on leur donne, au niveau juridique, on donne des définitions qui ne s'accordent pas entre elles. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, il est plus connu, mais c'est la question des motifs de discrimination. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais pendant de très nombreuses années, le législateur ajoutait un motif dans une liste, et puis il oubliait les 3 autres, ou dans 2 listes, il oubliait les 2 autres. Il y a eu un gros processus d'harmonisation qui a été vraiment heureusement fait en 2016, mais depuis, on a à nouveau recommencé à consacrer des motifs de manière variable dans les différentes listes. Donc, on va avoir 26 motifs dans le Code du travail, 17 dans la loi Le Port, 23 dans le Code pénal, 25 dans la loi de 2008. Et je parle que des motifs principaux. Il y a d'autres motifs encore plus particuliers qui se greffent à ça et qui aussi varient de manière toutefois un peu plus légitime. Bref, tout ça pour dire que ce phénomène-là d'un droit qui est devenu complètement inaccessible et inintelligible parce qu'il s'est construit de manière déstructurée par stratification successive, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique au droit français. Et là intervient le droit comparé. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont été confrontés à ça, simplement en réaction. Ils ont fait le choix de consolider le droit de la non-discrimination, donc de regrouper toutes les dispositions pertinentes dans une seule et même loi, pour essayer d'avoir un dispositif plus clair et plus facilement, qui puisse être plus facilement diffusé et à terme mobilisé par les victimes. Alors, il y a le Royaume-Uni qui l'a fait en 2010 assez récemment, la Suède aussi, et puis plus anciennement, le Canada en 1962 a commencé à le faire. D'autres pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et ici, faut avoir en tête, quand on pense à une éventuelle consolidation, le fait que le droit de la non-discrimination c'est un droit qui doit nécessairement en fait, être connu et compris par les victimes pour qu'elles puissent mettre ce droit en perspective avec leur propre situation, avant même, le cas échéant, de contacter un avocat. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, même si c'est un peu réducteur dans mon propos, et j'en suis désolé, mais on ne parle pas de droit fiscal ou de droit des affaires ou de code de procédure pénale qui vont servir en premier lieu à des professionnels du droit, un OPJ, des avocats spécialisés, etc. Donc, ça renforce un peu l'idée d'avoir un texte vraiment clair et le plus simple possible à destination des victimes pour qu'elles puissent le mobiliser le plus largement possible. Deuxième élément, il faut aussi avoir en tête le fait que les victimes de discrimination, souvent, elles vont les subir dans différents cadres, en matière de logement, puis en matière d'éducation, de santé, d'emploi, d'accès et de fourniture de biens et services, etc. Et donc ça aussi, ça renforce l'intérêt d'avoir un texte commun qui régit l'ensemble de ces situations-là, puisque c'est le même texte qui serait mobilisé dans des situations différentes.
Et donc, c'était cette idée-là qui a été sollicitée à l'étranger. Alors, il ne m'appartient pas de dire si elle doit être mise en œuvre en France. En tout cas, elle a été mise en œuvre à l'étranger pour créer, encore une fois, un dispositif clair, accessible et plus facile à mobiliser pour les victimes. Il y a d'autres personnes qui ont évoqué cette hypothèse il y a quelques années. Je pense qu'au niveau des parlementaires, il y avait Esther Benbassa et Jean-René Le Serre. Au niveau des professeurs de droit, il y a également Gwenelle Calves qui en avait parlé. Et c'est quelque chose qui ne serait pas forcément compliqué à faire, notamment si on prend comme point d'ancrage la loi de 2008, qui est déjà en fait la plus complète et qui s'applique à beaucoup de domaines en droit administratif, civil et en droit du travail. Et ça pourrait être un moyen pour compenser cette méconnaissance droit dont je parlais au début de l'intervention. Donc ça, c'est pour un premier levier de nature légistique. Très rapidement, j'envisage un deuxième levier qui est probatoire, donc à nouveau revenir sur la question de la preuve. Donc, vous le savez, mais comme l'a dit Cyril Volmark, il y a déjà un aménagement, un partage de la preuve qui est important et qui est tout à fait équilibré. Ce serait peut-être disproportionné d'aller vers une inversion complète de la charge de la preuve, mais pour l'État, donc, il suffit pour la victime d'avancer des éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination. Et s'il y a cette présomption de discrimination, c'est au défendeur de justifier sa mesure. Alors pourtant, ça peut, même si le dispositif est équilibré, il peut toujours être... le stade de la preuve reste toujours une étape extrêmement difficile pour beaucoup de victimes, en tout cas de personnes qui s'estiment victimes de discrimination. Et donc, on pourrait être tenté de chercher à aller encore plus loin. Je fais une toute petite parenthèse, mais il me semble que dans cette matière-là, et Cyril Volmark l'a aussi soulevé, il y a beaucoup de choses qui dépendent plus de la pratique des acteurs judiciaires que vraiment peut-être de l'intervention du législateur. Il a parlé de la mobilisation, par exemple, de sociologues pour décrypter des dimensions systémiques ou structurelles de la discrimination. C'est quelque chose qui relève davantage de la pratique, même s'il pourrait y avoir une incitation législative. Il y a d'autres choses, comme le fait pour les magistrats de recourir davantage à des prérogatives d'instruction ou à des témoignages sur comparution des parties pour favoriser la preuve lorsque c'est possible dans certaines procédures. Ça pourrait être envisagé aussi, ou pour les avocats de solliciter davantage ce qu'on appelle, le terme un peu barbare, mais des mesures d'instruction in futurum, avant même le procès, lorsqu'on sait qu'on n'a pas les éléments de preuve nécessaires, solliciter le juge en référé pour avoir des mesures d'instruction qui permettent d'élaborer le dossier, en fait, tout simplement, en plus de la possible saisine du défenseur des droits. Donc tout ça, ça existe, mais ça dépend de la pratique des acteurs. En revanche, ce qui pourrait éventuellement intéresser le législateur, et si je dis ça, c'est encore une fois parce que ça a été mis en œuvre à l'étranger sur la question de la preuve, il y a deux petites choses. La première, c'est peut-être préciser davantage le seuil de la preuve à franchir pour la victime. Pourquoi ça pourrait être utile? Parce qu'on a encore aujourd'hui différentes juridictions qui continuent à exiger davantage que ce qu'elles devraient, notamment sur deux choses. La première, c'est exiger la preuve de l'intention de l'acte discriminatoire. Je ne parle pas du droit pénal où c'est tout à fait justifié, en dehors du droit pénal. Préciser, par exemple, qu'il n'est pas nécessaire pour la victime de prouver le caractère intentionnel, ça pourrait être une clarification bienvenue, même si, encore une fois, beaucoup de juridictions ne l'exigent plus, certaines le font encore. Et de la même manière, préciser peut-être qu'il n'est pas indispensable pour la victime de prouver que le motif qui a été pris en compte, mettons la grossesse dans le cadre d'un licenciement, a été le seul ou même l'élément principal qui a engendré le traitement défavorable. Il suffit que ça ait été pris en compte pour que la victime établisse une présomption de discrimination. Là encore, beaucoup de juridictions le font, mais d'autres ont encore du mal à passer à ce stade-là. Encore une fois, c'est un droit qui est en construction et il y a toujours des mises à niveau qui peuvent être utiles. Et la deuxième petite chose sur la preuve, après je passe au troisième levier, c'est éventuellement préciser encore peut-être préciser davantage le rôle du juge. Certains textes le font, mais en 3 temps, mettons, préciser d'abord que lorsque la victime cherche à établir une présomption de discrimination, s'il y a un doute, le juge doit ordonner des mesures d'instruction. Certains textes le précisent, tous ne le font pas. Dans un deuxième temps, ce qui pourrait être peut-être aussi intéressant, et ça ce serait un prolongement d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en 2012, c'est préciser que lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction, si le défendeur ne répond pas à cette mesure d'instruction, ce qui arrive encore régulièrement, eh bien on considère que c'est suffisant et que la victime, elle, s'est acquittée de sa charge probatoire et que c'est au défendeur de justifier sa mesure. Et dans ce troisième temps, où le défendeur justifie sa mesure,
peut-être préciser, ça c'est Andani Fatom, je crois qu'il l'avait mentionné dans un de ses articles, peut-être en 2014, bref, de considérer que le doute profite à la victime si on n'est pas certain de la justification de la discrimination ou non. Donc voilà pour quelques éléments qui ont pu être précisés aussi dans des lois de consolidation à l'étranger. Et j'en viens à mon troisième et dernier levier potentiel, le fait de faciliter le soutien collectif, notamment par les associations et les syndicats des victimes à différents niveaux. Là aussi, ça peut sembler nécessaire parce que on parlait du phénomène de non-recours au droit, mais un autre facteur de non-recours au droit qui est fréquemment avancé, c'est le sentiment d'impuissance, d'isolement, de vulnérabilité de la victime face aux responsables. Il faut toujours avoir en tête aussi que dans le contentieux antidiscriminatoire, on est souvent dans des positions de dépendance, que ce soit un salarié vis-à-vis de son employeur ou un locataire vis-à-vis de son bailleur. Et donc, le fait d'orchestrer un soutien collectif pour sortir la victime de cet isolement et de ce sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement utile. Il y a deux mécanismes, notamment, qui ont déjà été mis en place par le législateur et qui sont utiles, mais qui sont encore peu mobilisés et dont le potentiel pourrait peut-être être un peu élargi. Il y a l'action de substitution et l'action de groupe. Alors, j'aurais peut-être pas le temps d'évoquer l'action de substitution, donc je vais me contenter de parler un tout petit peu pour finir de l'action de groupe. Donc vous le savez évidemment, mais c'est un dispositif récent qui a été mis en place en 2016. Sur le papier, c'était voilà, ça a suscité beaucoup d'espoir, les perspectives étaient plutôt réjouissantes. Sur la réalisation, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué dans la mesure où le texte a été, donc c'est le texte de la loi J21, a été amendé au fur et à mesure, modifié, et il y a plusieurs blocages, plusieurs conditions juridiques de lancement de l'action de groupe, notamment, qui ont été mises en place et qui noyotent un peu le potentiel du dispositif. Donc je soulignerai simplement 4 de ces blocages, et peut-être que d'autres, Diane Roman ou Cyril Volmark, compléteront dans les questions si j'oublie des choses. Mais la première difficulté qu'on va avoir dans le dispositif actuel de l'action de groupe est liée au fait qu'on exige un manquement. Pour pouvoir lancer une action de groupe, il faut un manquement fondé sur un même motif et imputable à une même personne. Le fait, par exemple, d'exiger que le manquement soit fondé sur un même motif écarte la possibilité de contester des discriminations multiples, notamment des discriminations intersectionnelles. Et puis, ça écarte aussi, dans de nombreux cas, la possibilité de contester certaines discriminations ou harcèlements qui ont une dimension systémique, et je pense notamment à un cas récent qui est celui plus d'une centaine de salariés qui se sont organisés sous la forme d'un collectif pour dénoncer des situations de harcèlement systémique dans une très grande entreprise de restauration rapide. Et donc ici, on avait différents cas de harcèlement fondés sur l'identité de genre, sur l'orientation sexuelle, sur le sexe, sur l'apparence physique, sur l'origine. Et le fait que ces harcèlements soient fondés sur différents motifs complexifie la possibilité de mobiliser l'action de groupe pour les contester. Et puis, si on reprend aussi l'autre condition, qui est le fait d'avoir un manquement imputable à un même employeur, ici, on a différents franchisés de cette grande entreprise qui, a priori, pratiquent de manière très courante ce type de harcèlement avec une culture d'entreprise de manière structurelle. Le fait d'avoir une imputabilité vis-à-vis d'un même employeur est aussi problématique pour contester l'ensemble de ces cas-là. Et ici, si ma mémoire est bonne, je crois qu'en matière de consommation, l'action de groupe permet pourtant d'attraire des défendeurs différents en justice. Donc ça, c'est un premier blocage. Deuxième blocage de l'action de groupe, je vais être plus bref, c'est les organismes qui sont habilités à lancer une action de groupe. Aujourd'hui, on a simplement 2 organismes qui le sont. Les associations qui ont 5 ans d'ancienneté à la date des faits, et cette condition-là, on pourra peut-être en parler, mais en fait, bon, initialement, elle avait été mise en place dans la loi de 1972, la loi Pleven, pour empêcher que des associations constituées après les événements de 1968 ne puissent se prévaloir de la loi de 1972 pour contester des discriminations en 1968. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Rocard dans les débats préparatoires. Donc cette condition d'avoir 5 ans d'existence déjà, pour une association, elle pourrait être questionnée, que ce soit pour les actions de substitution ou les actions de groupe. Et on voit notamment dans le contentieux climatique comment des associations qui sont assez récentes, parfois qui se constituent avec une perspective, une vocation uniquement contentieuse, eh bien, font concrètement avancer les droits. Donc il y a les associations et puis il y a aussi les syndicats représentatifs. En revanche, si on a des victimes qui souhaitent se constituer sous la forme d'une association pour contester, dans le cadre d'une action de groupe, la discrimination subie, eh bien, elles ne peuvent pas le faire puisque leur association n'aura pas 5 ans d'existence à la date des faits.
Le fait de les autoriser à agir dans ce cadre-là, peut-être que ça pourrait être reconsidéré le moment venu, et je précise que c'était une revendication du défenseur des droits avant tout, et du Conseil national des barreaux également. Troisième problème de l'action de groupe, du dispositif qu'on a, et j'ai bientôt fini, il est lié à l'indemnisation notamment des agents publics et des salariés qui mobilisent le dispositif. Donc, avant d'aller devant les juridictions, évidemment, il faut une mise en demeure. Dans le cadre du dispositif actuel, il faut mettre en demeure le responsable par une lettre en lui demandant de cesser le manquement. Et si au bout de 4 ou 6 mois, il n'a pas répondu, il n'a pas cessé le manquement, alors on peut aller devant les juridictions et demander la réparation du préjudice. Lorsque on a des agents publics ou des salariés qui utilisent cette voie et qui vont au bout de la procédure, ils ne peuvent être indemnisés du préjudice lié à la discrimination que pour la période entre la mise en demeure et la décision finale de justice. C'est-à-dire que si on a une discrimination qui s'est étalée sur des années et des années, toute la partie de la discrimination, de ses effets entre la mise en demeure et son commencement ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre de l'action de groupe. Ce qui est en parfum, ce qui peut sembler insensé puisque les victimes vont devoir lancer une nouvelle action individuelle cette fois, devant le juge prud'homal, le juge administratif, etc. pour obtenir la réparation intégrale. Et puis le quatrième et dernier problème, et je m'arrêterai là, c'est le fait qu'en l'état, le dispositif, notamment donc un article, l'article 92 de la loi tel qu'il a été interprété, ne permet pas de contester des discriminations qui ont commencé avant novembre 2016, qui était la date d'entrée en vigueur de la loi J21. Donc si cette interprétation demeure, ça a été rendu par un tribunal, le tribunal judiciaire de Paris en décembre dernier, en première instance, si cette interprétation demeure, ça signifiera effectivement que le dispositif de l'action de groupe n'aura en fait une utilité que peut-être dans 10 ans, ce qui peut sembler un petit peu dommage par rapport au potentiel qu'on pouvait espérer et aux suites qu'on pouvait attendre de ce dispositif. Donc voilà pour quelques réflexions un peu en vrac. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être évoquées sur d'autres facteurs de non-recours au droit. Par rapport au coût du procès qui est rédhibitoire, il y a des fonds de soutien, il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger qui sont intéressantes, ou par rapport à la nécessité de pluraliser la sanction lorsqu'il y a une discrimination. Bref, mais peut-être qu'on pourra évoquer tout ça dans les échanges. Voilà, mais je crois que j'ai déjà dépassé largement. Ah non, mais c'est très bien, tous les trois, c'était dans les temps qu'on pensait utile pour introduire la discussion, qu'on ne va pas terminer là parce qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles rebondir. Et donc, comme je vous disais, on se permettra peut-être de vous recontacter aussi pour avoir les détails des références que vous avez mis en lumière là et pour qu'on creuse le sujet. Mais c'est vraiment pile le sens de notre démarche, notamment sur la nécessité d'une loi cadre et sur l'idée qu'il faut renverser en fait le paradigme, passer d'une justice ou d'une lutte contre les discriminations qui est posée sur l'obligation de ne pas discriminer à une obligation positive en fait, opposable à l'État pour assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Et donc notamment un des points qu'on avait souligné, que vous avez évoqué, c'est sur l'élargissement des motifs de discrimination avec la prise en compte en fait des discriminations croisées et le renversement de la charge de la preuve. Je voudrais alors je prends dans le sens, en commençant par la fin, sur un point sur lequel j'aurais aimé vous entendre, Robin Médard, sur le renversement de la charge de la preuve, où vous disiez en fait qu'il n'y a pas besoin d'aller complètement en fait, dans le sens où c'est le défendeur qui doit apporter la preuve qu'il n'y a pas de discrimination. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est relativement équilibré ce que vous disiez et qu'il y a juste des précisions à faire? Et sur l'élément en fait de comparatif, vous aviez évoqué donc notamment le Canada, mais au niveau européen, quels sont les exemples dont on pourrait aussi s'inspirer? Donc ça, c'était sur ces deux points-là. Je voulais aussi vous interpeller, Madame Romand, sur les périmètres en fait que vous avez esquissé entre les législateurs et législatrices et le juge constitutionnel, et notamment le fait que,
outre le juge constitutionnel, il y a aussi les magistrats et l'idée que, d'une certaine manière, il y avait une forme de frilosité, en fait, pour les magistrats à intervenir et à prendre position sur les questions de justice sociale. Est-ce que, du coup, ça signifie qu'il faudrait aussi intervenir, pas simplement pour une mise en forme, en fait, de la législation anti-discrimination, mais aussi au niveau constitutionnel, éventuellement, pour appuyer d'une certaine manière ce changement de paradigme. Est-ce que voilà, vous pensez qu'il faille, de ce point de vue-là, préciser ou renforcer en fait le pouvoir des juridictions au niveau de la loi fondamentale? Alors, sur la question spécifique des discriminations, il y a, me semble-t-il, un point effectivement qui pourrait faire l'objet d'une modification législative, à tout le moins, voire constitutionnelle. C'est en fait la conception française du principe d'égalité, qui n'est pas exactement la même de celle qui peut exister au sein notamment du droit européen, droit de la Convention européenne des droits de l'homme ou droit de l'Union européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne. En France, l'idée, le principe développé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État est que la loi ou l'acte réglementaire peut traiter différemment des personnes qui sont dans une situation différente ou si l'intérêt général l'exige. Mais en tout cas, il y a une possibilité de traiter différemment des personnes qui sont dans une situation différente, pourvu que ce soit en rapport avec l'objet de la loi. Mais en tout cas, il y a une possibilité. Le droit européen, Cour européenne des droits de l'homme et Cour de justice de l'Union européenne vont plus loin et considèrent qu'il y a obligation de traiter différemment les personnes qui sont dans une situation différente. Donc ça, c'est une perspective qui est plus axée sur une égalité réelle. La loi doit prendre en compte les différences de situation et doit offrir aux personnes différents dispositifs, différentes garanties qui vont permettre de transformer la réalité sociale et de faire en sorte qu'une égalité réelle soit offerte entre les individus. Le droit français, lui, la jurisprudence à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État est différente et dit c'est une simple possibilité. Si le législateur ne veut pas prendre en compte les différences de situation, il n'y a pas d'obligation pour lui à le faire. Et donc on voit, c'est une conception beaucoup plus formelle de l'égalité qui est retenue en droit français. Et il me semble que s'il y avait des projets de révision constitutionnelle en matière d'égalité et de discrimination, ça pourrait être un point d'entrée intéressant. D'accord. Et vous avez en partie répondu aussi à ce sur quoi je voulais revenir, c'était sur le droit européen, justement, qui apparaît souvent en fait comme un recours et comme un meilleur point d'appui que le droit en France. Vous avez en fait du coup répondu sur la manière dont en fait c'est effectivement on peut s'inspirer de ça et puis changer aussi l'approche. Après la question c'est aussi ce que vous disiez en termes de pratique et de philosophie générale du droit, et donc là on vient aussi aux choix politiques qui sont faits en matière de politique ministérielle. Oui, voilà, j'ai pas répondu directement à votre question sur les rapports entre le juge et la conception entre le juge et le législateur, ou la conception que le juge français peut avoir de son office, parce qu'il me semble que c'est pas par une révision législative ou constitutionnelle qu'on modifierait ça. Après, il y a une culture juridique. Les juges français, je mettrais de côté la Cour de cassation, mais les juges français, notamment le juge administratif et le Conseil constitutionnel, ont quand même une tradition de peu développer leur argumentation, de s'incliner rapidement devant le pouvoir politique.
Donc, et d'avoir des motivations qui sont dans l'ensemble d'une grande faiblesse, Donc, mais là, c'est un problème de culture, d'indépendance, de culture juridique. Au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, on a des personnes qui, dans le meilleur des cas, ont fait Sciences Po et l'ENA, et donc qui ont un rapport au droit qui est tout à fait différent de celui que peuvent avoir des juristes britanniques, des juristes allemands, etc. Voilà, c'est ma petite minute de bashing, de juge bashing. Je suis ravie d'être enregistrée. Non, mais je pense que ça fait partie aussi des discussions que nous avons eues aussi quand, par exemple, on a proposé le fait qu'il y ait les avis contradictoires au sein du Conseil constitutionnel, que l'on puisse institutionnaliser cela, en fait, qui est une tradition. Là, en fait, voilà, on retourne sur l'importation de traditions anglo-saxonnes, mais qui sont intéressants d'avoir un avis minoritaire. Et donc, voilà, la pratique du droit et des débats constitutionnels un peu plus vivante, en fait, et un peu plus plus argumenté. Voilà. Vous voyez, parce que moi, j'ai pas de problème qu'un juge rende une décision qui me convient pas d'un point de vue intellectuel. Ça fait partie, enfin, du débat, de l'argumentation et de l'interprétation du droit. Qu'en revanche, il rende une décision qui n'est pas argumentée, qui n'est pas motivée et qui dise il n'y a pas d'autre alternative, c'est comme ça. Là, d'un point de vue intellectuel, ça me frustre. Oui. Ouais. Mais enfin voilà, je pense que c'est bon. Et puis il y a la question de l'indépendance politique et le degré d'indépendance en fait aussi de la magistrature, mais encore d'autres débats. Mais c'est vraiment intéressant. Après, il faut savoir sur quel fil on peut tirer à partir de là, et au moins du point de vue constitutionnel, peut-être des ajustements à faire. J'avais aussi un point en entendant vous entendre, Monsieur Médard. Avant que je l'oublie, pour Monsieur Hallmark, sur ce que vous indiquiez sur le renforcement des prérogatives de l'inspection du travail, parce que c'est une idée que nous, on porte depuis 2017, qu'on avait dans notre programme, mais qui consistait en fait à imaginer une sorte de commissariat à l'égalité avec des inspecteurs et inspectrices de l'égalité, et qui auraient des prérogatives étendues d'enquête, de sanctions, de saisie. Et donc, c'est un dispositif qu'on n'imaginait pas similaire justement à l'inspection du travail, mais qui serait ciblé sur la question de l'égalité, la lutte contre les discriminations. Et du coup, ça pose aussi la question de la coordination avec des institutions comme justement le Défenseur des droits et voilà, l'inspection du travail. Je ne sais pas si vous avez développé en fait aussi cette réflexion sur des outils y compris en termes d'institutions nouvelles ou de ce qu'il faudrait rassembler au sein de, par exemple, le ministère du Travail, ou ce qu'il faudrait créer en sus avec ce que nous avions noté, c'est que dans tous les cas, il faut une administration et des agents qui soient en mesure d'assurer voilà, le contrôle et d'assurer et qui est aussi un certain nombre de prérogatives. Donc, c'est sur cet aspect un peu plus logistique et institutionnel en termes d'administration et de pouvoir que j'aurais souhaité vous entendre. Oui, rapidement sur cette question, moi je vais répondre en deux temps. Sur le terrain pénal, aujourd'hui, il y a très peu de poursuites en matière de discrimination, et créer, comme ça se passe en Espagne, un procureur général, un procureur spécialisé dans la lutte contre la discrimination, je trouve que ce serait une bonne idée pour développer la réponse pénale qui, pour l'heure, est quand même très très faible. Ça, c'est pour le terrain pénal. Après, sur le terrain du droit du travail lui-même, je reste très attaché aux inspecteurs du travail parce que d'abord parce qu'il y a une culture chez les inspecteurs du travail, il y a une très grande compréhension des enjeux de l'entreprise, et que plus on leur donne de prérogatives, plus leur pouvoir général d'influence, de persuasion et même de sanction
est important. Et donc, créer une sous-catégorie d'inspecteurs qui vient, on va dire, se charger de questions spéciales. Ce n'est pas dans la tradition française, qui est une tradition d'inspection généraliste, mais ce n'est pas aussi, au-delà de la tradition, donc on peut vraiment se passer des fois, je pense que ce n'est pas efficace, en fait. Je pense que les inspecteurs connaissent les entreprises, savent comment intervenir, connaissent leurs prérogatives. Il y a un corps qui est quand même fait de 1500 agents à peu près en section. Il faut s'appuyer sur ce corps, renforcer ce corps plutôt que de créer des dispositifs spécifiques. Et en plus, les questions de discrimination dans le travail rejoignent d'autres questions qui peuvent se traiter aussi autrement. Si la discrimination n'est pas nette, on pourra quand même faire payer des heures supplémentaires non payées. Vous voyez? Donc, le fait qu'une seule personne concentre tous les pouvoirs, si on renforce un peu le nombre d'inspecteurs du travail, certes, mais si une seule personne continue à concentrer tous les pouvoirs d'intervention dans l'entreprise pour la protection des droits des salariés et plus généralement pour l'application des lois du travail, moi, je reste favorable à cette question quand on regarde le droit du travail. En revanche, pour le pénal, ce que je répète, pour le pénal, où là, aujourd'hui, il n'y a pas de poursuite, c'est très compliqué, créer un procureur spécial ou un parquet spécial, là, je trouve que ce serait intéressant. Parce que là, il y a vraiment un manque, alors que les inspecteurs du travail, ils sont déjà sur le pont des discriminations pour un grand nombre d'entre eux. Monsieur Méda? Oui, c'est bon. Donc, pour reprendre vos deux questions dans l'ordre, tout d'abord en commençant sur la question de pourquoi pas un renversement total de la charge de la preuve, je dirais qu'il y a quatre petites raisons qui pourraient être invoquées. La première, c'est que si on regarde ce qui se fait au niveau du droit européen, que ce soit le droit de l'Union européenne ou du droit de la Convention EDH, c'est aussi ce système du partage de la charge de la preuve qui est retenu, c'est aussi ce qui est retenu à l'étranger le plus souvent. En tout cas, je n'ai pas connaissance qu'il y ait de dispositifs plus favorables. Donc, il y a cet alignement entre les obligations juridiques internationales, européennes et le droit national. La deuxième raison, c'est le fait qu'il ne faut quand même pas négliger, même si je suis le premier à vouloir travailler sur la manière de rendre effectif le droit de la non-discrimination, une réalité contentieuse qui est que si on regarde par exemple les chiffres du défenseur des droits, on a 85% de rejet des réclamations. Donc il y a aussi beaucoup d'allégations qui sont infondées pour la simple raison qu'il y a un phénomène qui est assez important, c'est la confusion de deux types de discours sur la discrimination, une utilisation du terme de discrimination pour contester tout constat d'inégalité, et la notion juridique qui, elle, non seulement prend le constat de l'inégalité, mais va en plus reposer sur un élément d'imputation vis-à-vis d'une personne identifiée et en complément établir une causalité par rapport à un motif de discrimination consacré. Et c'est cette différence entre la notion juridique et la notion qu'on peut avoir tendance à mobiliser de manière beaucoup plus large qui fait qu'on a aussi des allégations de discrimination qui sont en fait à milieu de la notion juridique de discrimination. Donc c'est un phénomène qui, voilà, et à tenir, à avoir en tête, et peut-être que voilà, impliquer dès le départ un renversement complet de la charge de la preuve, il suffirait d'une allégation de discrimination, même si on est très loin de la notion juridique, pour obliger un travail assez conséquent. Et on sait que devant les tribunaux, que ce soit les juridictions prud'homales ou d'autres, il y a déjà des dysfonctionnements qui sont assez importants. Troisième raison, c'est que c'est complètement antinomique avec ce qui est exigé notamment en matière de procédure civile, la règle selon laquelle il appartient à celui qui allègue de prouver son allégation. Et la quatrième raison, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui, quand il a validé le partage de la charge de la preuve, a posé 4 réserves: que le juge mobilise ses prérogatives d'instruction, que ça ne s'applique pas en droit pénal, puisqu'on doit prouver l'élément intentionnel en plus de l'élément matériel, qu'il y ait un respect du contradictoire et qu'il n'y ait pas de renversement complet de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'à minima, la victime avance un début de matérialité des faits. En revanche, encore une fois, ce qu'il est possible de faire, c'est à la fois de solliciter le défenseur des droits ou des mesures d'instruction in futurum avant tout procès pour obtenir des éléments de fait lorsqu'on n'en dispose pas avant le procès. Et puis, il y a d'autres, je l'ai évoqué rapidement, mais aller
enfin à l'étranger, encore une fois au Canada, mais ça se fait aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des aides juridiques spécialisées qui ont été mises en place pour avoir un accompagnement en amont du procès des victimes. C'est-à-dire que c'est un guichet un peu comme le défenseur des droits, si ce n'est qu'il n'y a pas cette dimension, en tout cas en termes de communication, d'un tiers neutre et impartial. C'est un organe proactif qui prépare les victimes de discrimination à aller au contentieux, qui, le cas échéant, donc, va les aider dans la recherche de preuves, qui va potentiellement les représenter en cas de médiation, qui va potentiellement les représenter dans le cadre du procès, etc. Bon, ça implique évidemment un financement. Mais peut-être que voilà, ces pistes-là seraient intéressantes aussi. Sur je crois que c'était assez général, si je ne me trompe pas, la question de savoir quelles pourraient être les sources d'inspiration européennes, ou ça portait sur un élément précis. Non, c'était assez général, mais ça va dans le sens de ce que vous voulez indiquer sur, par exemple, le fait de centrer sur l'accompagnement des victimes. C'était aussi ce que j'avais oublié. Voilà, sur les dispositifs qui existent, en fait, du type de ce que vous venez d'écrire, qui pourraient faciliter, du coup, les procédures et amoindrir un peu les obstacles, l'accès à ce droit-là en particulier. Alors, au niveau des États, des autres États européens, je ne suis pas forcément spécialiste, droit belge, droit espagnol, mais au niveau donc j'avais plutôt pensé à quelles pourraient être les inspirations du droit de la Convention EDH et du droit de l'Union européenne. 5 petites choses rapides. La première, je l'ai mentionné, mais c'est le fait de prolonger une jurisprudence de 2012, donc la jurisprudence Gallina-Meister, en considérant que s'il y a un silence opposé par le défendeur face à une mesure d'instruction, on renverse la charge de la preuve. Deuxième petite chose, mais toujours en matière de preuve, c'est s'inspirer d'un arrêt, je crois que c'est l'arrêt Natchova de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que lorsqu'on est certain que la seule partie qui est en possession des éléments de preuve, alors c'est à elle, effectivement, dès le départ, de justifier qu'il n'y a pas eu de discrimination. Dans ce cas spécifique qui pourrait éventuellement être mobilisé. La troisième chose, mais ça a été souligné par Diane Roman, c'est peut-être essayer de davantage importer la conception matérielle de l'égalité qu'ont développé les cours européennes, que ce soit la CJUE ou la Cour EDH, en considérant que dans certains cas, il puisse y avoir effectivement une obligation de traitement différent de situations qui sont considérées comme différentes, sous peine d'avoir nécessairement un traitement qui serait disproportionné. Le quatrième point, et ça a aussi été dit par Diane Roman en substance, c'est sur la question de la motivation des décisions. Il y a un véritable problème dans l'absence de motivation des décisions en matière de discrimination si on considère le fait que l'argument de la proportionnalité du traitement est absolument central et que les juridictions développent davantage dans leur contrôle les raisons pour lesquelles le traitement est considéré comme proportionné ou disproportionné. Ça semble quelque chose qui effectivement pourrait être salutaire et on pourrait s'inspirer des juridictions européennes là-dessus. Et le dernier petit point, parce que c'est le sujet en partie de mon post-doctorat, sur les discriminations intersectionnelles, notamment les discriminations multiples, qu'elles soient additives ou intersectionnelles plus particulièrement. On ne peut pas s'inspirer de la CJUE puisque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est assez, alors pas hostile, mais on va dire qu'il y a différents blocages techniques qui expliquent qu'elle ne peut pas pleinement en l'état, à partir des textes qui sont les siens, les directives européennes notamment en droit dérivé, se saisir de la discrimination multiple parce qu'il y a des régimes différents en fonction des motifs et donc c'est extrêmement complexe pour elle. En revanche, pour la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu des prémices en 2012-2014 et notamment en 2017 avec une première vraie décision où elle a saisi clairement un stéréotype intersectionnel qui était, il s'agissait d'une femme âgée pour une affaire de réparation d'un préjudice à la suite d'une opération médicale. Et les juridictions portugaises avaient diminué le montant de son dommage-intérêt en considérant que c'était une femme âgée et que par conséquent, le préjudice, y compris sexuel, qui avait été engendré n'était pas si important que ça, puisqu'elle avait déjà procréé, et que par conséquent, il n'y avait pas un préjudice extrêmement important, et donc il avait diminué le montant des dommages-intérêts. Ici, c'était un stéréotype intersectionnel fondé à la fois sur le sexe et l'âge. Elle a développé une motivation qui est intéressante, et donc c'est un premier point d'ancrage au niveau du droit européen pour continuer cette progression de la prévention des discriminations multiples lorsque nécessaire. Après, il y a bien évidemment la Cour interaméricaine des droits de l'homme les sanctionne, le Comité des droits de l'homme les sanctionne, le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes les sanctionne, et puis on trouve ponctuellement des décisions nationales aussi, y compris en Europe, qui les sanctionnent. Donc, voilà. Mais ça, c'est encore une fois
à mettre en perspective avec un droit qui évolue de manière progressive et surtout par voie jurisprudentielle. Donc voilà pour quelques éléments de réponse. Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose sur la preuve, quand même assez importante. C'est dans le prolongement de ce qu'a dit Robin sur l'égalité des armes face à la preuve. On a quand même une jurisprudence de la Chambre sociale, enfin, et de la Cour de cassation qui est très défavorable aux victimes de discrimination, notamment des discriminations sexistes et les harcèlements, notamment sexuels. Selon cette jurisprudence, la victime ne peut pas apporter comme élément de preuve des éléments dits déloyaux, tels que des enregistrements clandestins, qu'ils soient visuels ou sonores. Et bien souvent, dans les questions de discrimination très franches, très racistes, très sexistes, on n'a que ça comme preuve. Et là, la Cour de cassation est campée sur sa position. Une intervention du législateur qui viendrait contrecarrer cette jurisprudence en matière civile, en matière sociale, elle serait bienvenue. Et assez étrangement, en matière pénale, on peut apporter tout moyen de preuve, donc notamment des enregistrements clandestins, on enregistre son patron en douce, ça marche au pénal, ça ne marche pas devant le Conseil des prud'hommes, et pour des discriminations qui sont parfois très lourdes, très sévères, c'est vraiment un élément de preuve qui peut être indispensable et qui peut être le seul élément de preuve. Voilà, ça fait aussi partie des pistes d'amélioration du droit. D'accord. Et à quoi est due cette différence, du coup, de traitement entre le civil et le pénal? Rien. Ok. Non, rien, à part des décisions différentes à la chambre criminelle qui admet tout moyen de preuve en matière criminelle. Et en matière civile, il y a une règle de loyauté, un peu comme c'était chevaleresque. Hein. On ne peut pas utiliser des preuves qui ne sont pas, qui n'ont pas été, qui ont été prises, on va dire, par surprise. Voilà. Alors, dans un sens, on peut le comprendre, parce que quand l'employeur fait filer son salarié ou l'enregistre de manière clandestine, on peut comprendre cette jurisprudence. Il faut que le salarié soit en mesure de savoir qui le surveille, comment on le surveille. Mais si cette jurisprudence, elle se comprend de manière générale, elle devrait quand même connaître une exception en matière de discrimination pour la question de l'égalité des armes probatoires. Notamment. De discrimination et de harcèlement. Et de harcèlement, bien sûr. D'accord. Écoutez, oui, merci beaucoup. C'était très riche. En fait, il y a plein de petits points, je crois, que j'ai relevés dans ce que vous avez dit, mais il faudra aller vraiment dans le détail du coup des textes et du travail qu'on va commencer nous maintenant, en fait, pour regrouper tout ça. Et un des points que vous évoquiez au départ, en fait, que je peux vous confirmer, c'est souvent pour les parlementaires qui sont par ailleurs beaucoup des fois des juristes, des avocats, mais de plus en plus, comme c'est mon cas, peu versé en la matière juridique, c'est vraiment très difficile aussi de s'y retrouver. Et donc, effectivement, c'est aussi un enjeu d'appropriation parlementaire, en fait, des sujets, que de pouvoir mettre ça affiné et unifier, en fait, cette législation. Et donc, nous, on va modestement, à notre échelle, tenter en tout cas de faire des propositions dans ce sens-là, qu'on se permettra de vous soumettre aussi, puisque ça fait partie du processus parlementaire, où on voudrait avoir, y compris des propositions d'amendement de ce qu'on pourra rédiger. Essayer au moins d'avoir une proposition la plus avancée possible, en sachant que voilà, le débat ultérieur, si on arrive à les inscrire à l'agenda dans un avenir proche, permettra encore plus de faire aboutir ce type de législation. Et en sachant aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous évoquiez sur en fait, la pratique juridique, qu'on s'intéresse aussi à ce qui peut être fait au niveau des ministères, au niveau des circulaires, et des politiques générales. Et donc, je pense qu'il y a aussi une dimension importante là-dedans sur quelles sont les orientations de politique générale qui sont décidées par les ministères, et notamment le ministère de la Justice, qui permet aussi de faire changer les pratiques. Et l'autre dimension sur la formation des magistrats et la formation des agents de manière générale de la justice à ces problématiques qui semblent être encore
peu suffisante. Donc c'est aussi cette approche globale qu'on va essayer d'avoir. Je vous remercie énormément pour vos contributions. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger par courriel et j'espère, dans le débat parlementaire, si on arrive à l'avoir sur ce sujet-là, pouvoir vous entendre à nouveau, peut-être du coup sur des questions plus spécifiques, parce que là, c'était assez large, c'est vrai. Mais voilà, donc merci à vous trois. Et puis, et j'espère à bientôt pour continuer ce travail et ces échanges très, très riches. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon travail. Au revoir.